Donc c'est parti pour notre enregistrement du cours 4. Juste avant de commencer, y avait-tu des questions d'ordre général avant qu'on commence nos démonstrations? Allons-y! Ici, c'est pas supposé. Là. Si c'est quelqu'un qui s'est rajouté, c'est qui a été rajouté. Il s'est rajouté lui-même, puis c'est. Ben c'est ça, ici tu peux m'envoyer un courriel en disant qu'il y a quelqu'un qui s'est inséré de manière malveillante dans le groupe de TP, puis je vais l'enlever là. On va dire par... Mais non, c'est ça ici, il n'y a pas de forçation sur les différentes équipes. À partir de là, si tu as juste à m'envoyer un courriel, puis on va rectifier la situation sans problème. Non, non. Habituellement, justement, s'il y a quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai pas d'équipe, puis je pense vouloir être dans cette équipe-là », je demande des courriels de tous, justement pour éviter ce genre de problématique. Donc, juste m'envoyer un courriel, puis on va régler ça. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments administratifs ou éducationnels qui sont sur votre âme avant qu'on commence aujourd'hui? Allons-y. Donc, on a vu le principe fondamental de construction de programme de PEP8 cette semaine. Donc, les premières choses à savoir, hein, c'est que on écrit nos différentes instructions, nos différentes directives, nos différents symboles dans notre code source. Puis, une fois qu'on a terminé le code source, on peut le construire puis avoir ici le code objet, puis le listing d'assembleurs qu'on va pouvoir ensuite exécuter. Donc, il y a un élément minimum okay, à tout programme de PEP8. Puis, en fait, on vient d'avoir un programme vide, hein, puis ça nous dit « J'ai besoin du point end ». Donc, pas de problème. J'ai besoin en tout temps du point end qui va me permettre d'indiquer okay, la fin d'un programme quelconque. Okay, donc ça, c'est nécessaire pour la gestion de la mémoire. Donc, j'ai besoin d'un point end. La deuxième instruction qui est habituellement fondamentale, hein, ça va être l'instruction stop qui va me permettre d'arrêter okay, les instructions. Donc, ici, le stop, c'est pas un indicateur de la fin du programme, hein, c'est bien une instruction qui arrête l'exécution. Ça veut dire que je pourrais avoir plus qu'un stop dans mon programme. Okay? Si je veux arrêter prématurément, je peux avoir, mettons, une condition. Okay? On a vu les branches aussi. Là. Donc, tu peux avoir des stops à différents endroits pour être capable d'arrêter le programme quand tu veux. Donc, le principe fondamental, c'est ces éléments-là. Puis, on peut voir quand on a le code qui est généré, on peut voir que la directive end a le... dans le code objet, là, il met ZZ, là, mais pour de vrai, c'est juste dire que c'est comme la fin du fichier. Là. Il n'y a pas de bloc mémoire qui est assigné par rapport à ça. C'est vraiment juste pour dire que c'est la fin du fichier. Puis, on a l'instruction stop. Si on s'en va voir dans notre gentil... je dis dans notre gentil... Donne-moi-le ici. Je l'ai pas mis derrière. J'ai pas été gentil comme ça. Ouais, il est là. Ok, on va fermer ça ici. Donc, si on regarde dans notre gentil aide-mémoire, on peut voir hein, que le stop, c'est une instruction qui a juste des zéros. Hein, donc, ça ici, c'est en binaire, mais si on le regarde en hexadécimal, ça donne juste 0,0. Puis, c'est une des instructions spéciales qui ne prend qu'un seul byte pour être capable d'être affiché. Donc, quand je peux voir ici, j'ai le stop. Et je peux voir ici, j'ai le stop qui apparaît. Si je décide d'en avoir plusieurs, hein, lui, il fait juste convertir chacune des instructions à l'intérieur. Là, si, mettons, j'essaie d'exécuter ça, ben,
dès le premier stop, il va juste arrêter, hein, parce que le but du stop, c'est d'arrêter l'instruction. Donc, toujours garder en mémoire que l'assembleur, c'est juste de lire des cases mémoire, garder en mémoire que c'est de la mémoire. Donc, juste chacune des instructions a juste un code que nous, on peut travailler avec. Donc, à partir de là, on est capable de rajouter d'autres éléments dans la mémoire d'une manière complètement arbitraire. J'ai une question de Kevin. Oui. Fait que le AND, c'est un délimiteur de ton programme. Tu en as juste un et il est automatiquement à la fin du fichier. Donc, c'est plus pour la gestion du fichier que pour les instructions. Le stop, lui, ça va être une instruction que tu peux faire qui va arrêter l'exécution du programme. Donc, on peut le penser un peu comme un return dans une fonction. Donc, le stop, c'est une instruction. Puis, le end, c'est en fait une directive. On peut voir ici, en fait, la notation est différente. Les directives ont des points quelque chose. Puis, le stop a juste directement l'instruction elle-même. Donc, on a différentes instructions, puis à chaque fois que j'écris une instruction, mettons ici, on va faire des choses, là, qu'on va aller voir plus tantôt, mais le principe... Hop, on a après ça, mettons LDA 0i. Mettons qu'on met quelque chose d'intéressant. Comme ça. Ben, je peux voir que chacune des instructions va être représentée à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Là. Donc, ici, on a le LDA. Le LDA, comment ça fonctionne derrière. Ben, ici, on a notre LD avec un registre quelconque puis un type d'adressage quelconque. Dans ce cas-ci, si on regarde qu'est-ce que ça donne, le LDA, c'est C0. Donc le LDAI, c'est C0. Puis après ça, on a la valeur qu'on veut avoir, qui est le 55AA. On peut voir que cette instruction-là prend les 3 bytes, comme la majorité des instructions en PEP8. On va faire un petit retour aussi sur... Donc, on va juste copier ça une couple de fois. Juste pour voir justement les différences qui peuvent exister. Ici, je vais mettre FFFF. Puis ici, je vais mettre 2. On va mettre un X. On va mettre un D. Puis on va vraiment voir les différentes instructions. Puis après ça, on va aussi regarder comme l'exécution de celui-ci. Juste pour bien se souvenir des différents éléments qui viennent avec. Fait que on peut voir encore une fois dans le programme listing, on a le LDA qui est C quelque chose. Donc on a le C0, C1, C8, dépendamment de si je suis en train de faire le LDA, le LDX, le I, le D. Donc d'être capable de bien représenter les différents éléments. Si on veut avoir de l'aide, on se souvient qu'on a ici un convertisseur automatique. Donc, si je rentre le C1, je peux voir ici que le C1, ça me donne le 11000001. Puis, ça me dit c'est quoi l'instruction que j'ai avec. Donc, LDA, virgule D. Si, mettons, je rentre le C8, je peux voir que j'ai le LDX, virgule I, qui est l'instruction avec la valeur ici 0,2. Donc, on est capable de bien voir les différentes instructions. Ça va bien. On va regarder le débugger qui nous permet de, une fois qu'on a construit, donc ici, faire attention, là, la construction, l'assemblage ne se fait pas automatiquement. Il faut cliquer à chaque fois qu'on change le code. On peut partir le débugage puis le faire étape par étape. Puis, je vais vous porter une petite attention sur le programme counter. Donc, le programme counter nous dit à quelle adresse il va lire la prochaine instruction.
Fait que le principe ici, c'est que la première instruction a pris les 3 premiers bytes. Fait que si on recommence, là, hein, quand on commence, le programme counter commence à 0. Fait que lui, il va commencer à l'adresse 0, puis il va aller lire l'instruction. Il va aller lire le premier, puis s'il a besoin, il va aller lire les subséquents. Okay, donc, dans ce cas-ci, il va lire les 3 d'une shot. Fait que quand il va avoir fini cette instruction-là, le programme counter va être rendu à la case 3, parce qu'il a avancé de 3. C'est pas toujours des avancements de 3. Si on regarde une autre instruction qui est... donc, si on fait le négatif d'un élément, le négatif d'un élément, c'est juste le négatif de l'accumulateur, en fait. Là. Donc, negative A, c'est juste une instruction. Ah, donc, si on regarde comment ça va se passer dans le program counter, on commence, c'est à 3. Là, la prochaine instruction est à 6. Puis là, la prochaine instruction est à 7. Puis là, la prochaine instruction va être à A, hein, qui est le 10 décimal. Donc, toujours bien garder en tête que c'est tout le temps des cases mémoire qu'on est en train de lire, qu'on est en train d'exécuter. Puis, quand nous, on va vouloir sauvegarder des informations, il va falloir être capable de travailler avec ces différents espaces mémoire-là. Donc, on a vu dans le cours de cette semaine, hein, le store A ou store X. Si on va les penser un petit peu. Donc, le store A qui me permet de mettre, admettons, une valeur de mémoire. Donc, admettons ici, je vais dire 0x10. Ouais. Ouais, j'ai oublié de mettre I. Pardon. Ici. Puis là, quand je vais aller faire le store, ben lui il dit je vais prendre la case mémoire 10 puis je vais aller stocker qu'est-ce qu'il y a dans le A en ce moment. Donc le 7440, je le mets dans le 10, je vois ici 7440, ok, puis on voit que ça continue comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai utilisé une case mémoire, hein, pour être capable de prendre l'information de quelque part puis de l'utiliser comme moi je voulais. Bon, évidemment, cette pratique-là, c'est difficile de savoir quelle est une bonne case mémoire pour être capable de gérer toutes les différentes informations que tu vas vouloir travailler avec. Fait que nous, ce qu'on a pour nous aider, ça va être le principe de directive puis le principe de symbole. Fait que, premièrement, le principe des directives, ça va nous permettre de sauvegarder des cases mémoire. Une question de Félix. Dans ce cours-ci, introduction à l'assembleur, seulement la fonctionnalité va être évaluée. OK? Ouais. Évidemment, si il y a des choses qui sont complètement atroces, tu peux perdre certains points sur t'as vraiment pas fait quelque chose qu'on a vu dans le cours, là, mais vraiment, comme on ne va pas travailler sur l'efficacité ou l'optimisation en tant que telle, en ce moment, de juste faire fonctionner les choses, ça devrait être une assez grande tâche pour nous. Ben, le principe, c'est... j'ai juste des exemples de pur code dans la tête. Là. Fait que, admettons, tu es dans un cours d'introduction à la programmation, tu viens de voir les books, puis là, on te demande de faire quelque chose 10 fois de suite. Puis à la place d'utiliser une book, ben toi, tu fais un copier-coller de ton code 10 fois. Okay, donc, tu as manqué un outil fondamental du cours
pour répondre à la problématique. C'est ce genre de problème-là. Est-ce qu'on se comprend? Excellent. Donc, habituellement, c'est le principe, c'est que tu as vraiment passé à côté de la traque. Tu n'es pas comme, t'as pas vu cette fignolage-là que tu aurais pu penser, et ainsi de suite. Là. On n'est pas là. Fait qu'on était dans les directives. On disait qu'on vient de trouver comment stocker des informations quelque part en mémoire, mais de savoir que, tu sais, là, il a fallu que je regarde, OK, ben mon code, il finissait à 0E, fait que 1-0, c'était plus loin, fait que je devrais être capable d'avoir de la place pour aller comme stocker de l'information puis aller la rechercher. Ben, nous, ce qu'on va faire à la place, c'est on va avoir des endroits qui vont être spécifiquement dédiés pour aller chercher des informations quelque part en mémoire. Fait que, ici, on a notre code objet qui se termine par notre commande stop. Ben là, en rajoutant la directive, ce qu'on va voir ici, c'est que ça va venir rajouter comme des cases mémoire prédéfinies, okay, qui vont être réservées pour mon utilisation. Fait que là, je peux voir ici que à 0E, j'ai une case, okay, qui est en ce moment rien. Ça va être une case de données, hein? Parce qu'il faut toujours se souvenir que, en assembleur, on travaille avec la mémoire, ça peut être soit des instructions qui vont être décodées puis exécutées, ou soit de la mémoire que je peux utiliser en stockant puis en allant chercher l'information. Fait que là, à ce point-là, je pourrais changer mon code puis dire ah ben ok, ma case mémoire, c'est 0E. C'est là-dedans que je vais aller stocker l'information. Fait que là, à ce moment-là, j'exécute mon code, ok? Puis là, ici, la case 0E, qui est ici dans mon code, va recevoir, ok, la valeur que je veux stocker en mémoire. Puis après ça, mon code s'arrête. Là, la problématique avec ça, hein, là, on essaie de voir pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous les éléments qu'on a vus cette semaine-là. Là, la problématique avec ça, c'est si je décide d'avoir ici, mettons, une autre instruction quelconque. Enfin, je vais juste mettre 5. Si je décide de mettre une autre instruction quelconque, ben, elle va venir s'insérer dans la liste. Puis là, maintenant, ben, la case que j'ai réservée à la fin de mon programme, ben, c'est plus la même case, c'est plus le même numéro. Fait que le 0E ici que j'ai utilisé pour stocker dans la case que moi-même je m'étais réservé, c'est plus le bon. Fait que pour ne pas avoir à faire cette gestion-là manuelle de toutes les adresses possibles, on va utiliser des symboles. Donc, le but des symboles, ça va être un peu comme des étiquettes. Okay? Donc, je vais pouvoir dire, j'ai une variable quelconque ici. Okay? Puis là, c'est moi qui décide du mot que je mets ici. Là. Donc, c'est des noms typiques de variables. Là. Donc, des lettres, des chiffres, des underscores, pas d'espace, pas de tiret, pas de point, pas d'accent. Puis, à partir de là, je vais pouvoir utiliser ce symbole-là à un endroit où c'est que je voudrais avoir la case mémoire spécifique de la chose. Puis, si je fais ça, je vais pouvoir voir que quand je construis ça, je peux voir ici que j'ai mon store dans var. Mais le store dans var, qu'est-ce qui est écrit dans le listing? Il écrit 11. Pourquoi? Ben parce que ma variable, okay, l'espace mémoire que j'ai réservé, a été envoyé, okay, était à la case 11. Fait que ça fait en sorte que je peux juste commencer à utiliser cette case de mémoire-là comme étant une case de données dans laquelle je vais pouvoir stocker des informations puis travailler avec. J'ai une question de Angel. Fait que ici, le mot-clé Word, okay, me permet de réserver 2 octets. Okay? Fait que ça, c'est la prémisse initiale de mettre Word, c'est de réserver 2 octets. Puis, après ça, le 0, ça va être pour dire c'est quoi la valeur initiale que je veux à l'intérieur. Donc, si je change cet élément-là, puis je décide de mettre 5,5,
quand je le construis, je peux voir que dans la case mémoire initiale, il va aller mettre la valeur, ben là ici c'est sur 16 là, bits, parce que c'est un Word, fait que ça va être 0055. Donc c'est pour ça ici, le 0, c'était la valeur initiale de la chose. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ben lui, il va toujours. Le principe, c'est que là, ça nous le dit en hexadécimal, là, mais derrière, c'est tout en binaire, hein, parce que c'est des portes logiques et le kit. Là. Fait que nous, la représentation qu'on met ici, lui, il va le transférer automatiquement. Là. Si je décide de mettre 100 à la place, ben lui, il va aller mettre 0x64. Okay, donc la représentation ici n'a pas d'importance. Lui, il convertit ça de la manière que ça va fonctionner en binaire dans l'ordinateur. Fait que pour le principe des différentes directives, on en a justement quelques-unes. Donc, le Word réserve un mot mémoire hein, de 16 bits. Puis, on a aussi le point byte qui va fonctionner de la même manière, mais qui va réserver. Fait que là, ici, j'ai mis, mettons qu'on le met 0x pour bien voir hein, le résultat de ce qu'on est en train de faire. Ben, je peux réserver aussi un byte. Puis, dans ce cas-là, OK, ça va juste être un élément de la gang. Hein. On a ensuite un dernier qui va être le bloc. Puis lui est différent, par exemple. Parce que lui, l'élément que je rajoute, ça ne sera pas la valeur, mais le nombre d'octets réservés. Fait que ici, j'ai un bloc de 3, fait que ça réserve 3 octets, hein, donc 3 paires de nombres hexadécimales. Puis à partir de là, encore une fois, je peux commencer à travailler avec comme que je veux, et ainsi de suite. Le dernier qui est souvent utilisé, c'est ASCII, qui me permet d'avoir une chaîne. Et habituellement, on met un saut de ligne à la fin. Fait qu'on peut voir ici, OK, pour chacun des caractères, lui, il va automatiquement regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis il va avoir OK, le A, qui est le 41 en majuscule, le L minuscule qui est le 6C, l'autre L qui est un autre 6C, le O minuscule qui est le 6F, puis là moi j'ai terminé la chaîne de caractères avec un \0 qui est une pratique courante dans les chaînes de caractères en mémoire pure, ok, donc c'est utilisé aussi dans des langages de bas niveau comme le C ou le C++. Puis ça va permettre de dire, ben, c'est comme c'est la fin de la chaîne, tu pourrais aller en mémoire, puis il y aurait d'autres choses. Fait qu'on a ce principe de directive-là, on a le principe de symbole qui nous permet de bien représenter les différents éléments. Fait que quand on veut commencer à travailler avec des programmes qui vont utiliser des variables, hein? Donc le principe ici, on va se faire un petit programme simple qui va commencer à utiliser quelques variables. Fait qu'on va commencer avec le principe fondamental du programme, ok, où c'est qu'il ne se passe rien. Donc il y a un stop, il y a un end. On va utiliser on va avoir besoin d'une variable. Donc, on va se créer ici une variable qu'on va juste créer avec un petit mot. Puis là, le but, c'est juste de prendre une information, être capable, mettons, de doubler une valeur qu'on saisit en entrée. Fait que la première chose que je vais vouloir faire, c'est je vais vouloir utiliser une saisie d'un nombre. Hein? Fait que pour faire une saisie d'un nombre, on a certaines instructions qui me permettent de faire des saisies. Donc, on en a une qui est char i, qui va faire la lecture d'un caractère. Puis, on a aussi dec i, hein, pour decimal input, qui va me permettre d'avoir une entrée de valeur. Fait que on va essayer avec dec i. Je veux aller mettre ça dans var. Puis, comme input, on va, mettons, mettre 55. Fait qu'on regarde ce programme-là.
puis on va juste vérifier que tout est sous contrôle. Hein? Donc, ça va être très important quand vous êtes en train, surtout quand on commence avec un nouveau langage, ici, des nouveaux paradigmes de programmation, de construire les choses étape par étape, de valider, puis d'avancer par rapport à notre problème. Fait que j'ai le input, je veux le sauvegarder à l'intérieur de var, qui est à l'adresse 4. Ben, je peux voir ici qu'il a mis 0x37, hein, si je veux être certain. 37, je peux voir ici que c'est bien la valeur 55. Tout va bien. Fait que le DECI a fonctionné, j'ai été capable de lire l'information puis de la sauvegarder dans un espace mémoire que moi j'ai décidé que c'était une variable. À partir de là, je vais vouloir commencer à travailler avec. Mais pour travailler avec, pour comme, mettons ici, je dis que mon but là, c'est c'est ça notre but de programme, on veut doubler le nombre saisi, donc on veut être capable de prendre cette information-là puis retravailler avec. Fait que si je veux retravailler avec, si je veux faire des manipulations, il faut que ça soit dans un des registres du programme. Hein? Donc, dans notre cas, on en a 2 registres qui nous permettent de travailler avec nos différents éléments, l'accumulateur puis le index register. Donc, quand on en a juste un, habituellement, on va utiliser l'accumulateur. Donc, je veux prendre qu'est-ce qui est dans ma mémoire que j'ai sauvegardé avec DECI et je vais vouloir le loader dans mon accumulateur. Encore une fois, ici, hein, on a le mode D puis le mode I qui sont différents. Le mode D va permettre de prendre la valeur à un endroit. Donc ici, on va regarder juste la différence entre les deux. Donc, on sait que le DECI fonctionne. Hein, on peut voir que à mon var, qui est maintenant à l'adresse 7, j'ai mon 0037. On peut voir hein, quand il est en rouge, c'est que la mémoire a changé. Fait qu'on peut voir que c'est 0037 qui vient d'être modifié. Ensuite, je peux voir que je vais loader le var dans mon accumulateur. Je peux voir que mon 0037, j'ai mon 55, tout va bien. Admettons que je me suis trompé là. Okay? Puis j'ai mis I à la place. Voyons voir qu'est-ce que ça donne en exécution. Donc je commence. La première valeur avec le DECI, ça fonctionne, je l'ai loadé. Fait que là, je dis load var, mais à la place d'être la valeur à cet endroit-là, fait juste loader littéralement ça. Ben, var, c'est quoi là? Hein, quand on le fait en assembleur, lui, c'est juste un remplacement qu'il fait. Là. Fait que lui, il va prendre l'adresse qui était ici, le 7, puis c'est juste ça qui load directement à l'intérieur de l'accumulateur. Donc, faire attention hein, à chaque fois qu'on travaille avec les différentes instructions, toujours penser à quel mode d'adressage. Pour l'instant, on a I ou D qu'on va vouloir utiliser pour travailler avec nos éléments. Donc, on continue. On a maintenant loadé notre valeur initiale. Mettons que je veux avoir le double. Ben, pour faire le double, on n'a pas nécessairement de multiplication, mais on peut juste faire une multiplication à la main, là, puis faire un gentil add A qui va aller chercher le contenu, puis l'ajouter par-dessus. Fait que, encore une fois, on rassemble, on rebuild, on a notre 55 de loader, puis là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ajoute dans mon accumulateur le 55. Fait que je peux voir qu'il a accumulé, je peux voir ma valeur décimale est bien rendue à 110, qui est 55 x 2 ou 55 plus 55. Je suis capable de continuer avec ce principe-là. Fait que si je veux être capable de restocker cette valeur-là, hein, donc on a notre gentil STA, Store Accumulator. Où c'est que je veux stocker l'accumulateur? Ben, je veux le stocker dans ma variable. Puis à partir de là, je vais pouvoir le rafficher avec mon programme. Donc, si je prends ça, je stocke la variable dans ma mémoire. Je prends la variable, je le mets dans mon accumulateur. Je fais le double. Je restocke l'information dans ma variable. Fait que ma variable a maintenant été modifiée. Puis, je peux ensuite sortir l'information finale que j'avais besoin. On est aussi capable, en passant, il y a différentes manières de faire à chaque fois qu'on travaille en assembleur. Mais avant ça, j'ai une question de Angel.
Fait que, bonne question. Ici, où c'est que j'ai marqué 55? C'est ici, là. Dans notre simulateur, je peux dire une simulation de qu'est-ce que quelqu'un aurait rentré. Fait que c'est moi qui ai décidé, là. Si je change ça, puis je mets, mettons, 28, que je reroule mon programme, ben ça me donne le double de 28 ici. Est-ce que ça répond à ta question? Exact. Exact. Donc ici, mettons que j'en mets deux, un après l'autre, qui va overwriter la variable. Quelque chose comme ça. On assemble. Fait que le premier met la valeur 28 à l'intérieur de ma mémoire, puis le deuxième met ma valeur 100 à l'intérieur du même bloc de mémoire. Hein? Fait que on voit qu'il y a comme avancé dans la gestion de mon entrée. Fait que ça ici, c'est le principe fondamental. Là, ok? Je load des choses, je travaille sur des choses, je store des choses. Ok? Donc, c'est la version d'assignation, ok, en assembleur. Ici, j'ai dit, par exemple, on est capable de travailler différemment. Hein? Donc, à place de loader, j'aurais pu... Ici, c'est vraiment juste une variation, là, okay? Juste pour dire que, comme dans n'importe quel langage de programmation, il y a toujours plusieurs manières d'arriver à Rome. Ici, oui, c'est un pun avec le code de César. Ici, juste un instant, on va terminer ça ici en disant ce que je peux faire à la place quand je veux faire deux fois quelque chose. Tu sais, je vais additionner deux fois la même valeur. Ben, je peux commencer en disant, je vais prendre l'accumulateur, je vais le mettre vide. Hein, fait que je dis 0 immédiat. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Bon, on a notre premier setup. On setup 0 dans l'accumulateur. Et après ça, on rajoute deux fois la même valeur, qui me donne donc deux fois la valeur. Puis après ça, le restant du store et la sortie reste la même. J'ai une question de Mathieu. Bien, bonjour. Oui. Donc ici, le input est dans la fenêtre de Batch.io. Ici, ça me permet de faire les entrées d'une manière plus automatique. Ah, ok, pardon. Ici, c'est le DECI qui va faire ça. Donc, DECI, c'est une instruction qui va justement lire la saisie d'une valeur décimale à l'entrée. On a aussi l'autre version pour les caractères qui est char.i, qui est le même principe pour des caractères qu'on va utiliser dans quelques instants. Fait que on va commencer, puis on continue dans cette lignée-là. Puis justement, avec les chaînes de caractères, où on fait les caractères, va être... Ici, il y a quelqu'un qui dit en bash, y a-t-il du monde qui font 10-70 en ce moment en même temps? Ou... Ah, ok, ok. Ok, ben, le principe ici, c'est que Terminal.io va juste être interactif. Fait que si je le fais en Terminal.io, ben là, ça va être à moi d'écrire 48 et de peser sur Enter. Oups, là, j'ai pas mis en mode run. Hein, je peux écrire 28, 38, je pèse sur Enter, puis là, ça va le faire. C'est juste que moi, je suis un gars qui aime ça automatiser, puis ne pas avoir à écrire à chaque fois les différents éléments. Donc ici, il y a deux modes. Bonne précision. Là. Il y a deux modes pour être capable de travailler avec l'exécution de notre programme. On peut soit l'avoir en mode terminal, qui permet de l'avoir de manière interactive durant l'exécution, ou sinon dans le mode batch, qui permet d'avoir un mode plus statique, où c'est que tu rentres les choses qui vont être rentrées, puis tu peux voir les choses qui vont être sorties dans un autre élément. Ça va être super utile, ça, quand vous allez vouloir tester, admettons, le programme. Ah, moi, je vous ai donné un paquet d'exemples que vous pouvez faire. Ben, les exemples, vous pouvez directement les écrire ici. Puis, quand vous allez rouler le programme, ben, ça devrait vous donner la bonne chose dans le output.
Deuxième chose qu'on regarde aujourd'hui, ça va être le principe des caractères. Donc, on a un autre petit programme qu'on va se faire qui va convertir les minuscules en majuscules. On va avoir notre stop. Puis, à partir de là, on va sûrement aussi vouloir au moins une variable. OK, fait qu'on va l'appeler char, mettons. Puis, à l'intérieur, on va dire qu'on a une valeur. Encore une fois, hein, la construction de ce que j'écris ici a peu d'importance pour l'ordinateur. C'est vraiment juste pour mieux visualiser. OK, que moi ici, je le mets entre guillemets simple. Ce qui veut dire que ça ici, ça va être le caractère ASCII de 0. Hein? Ici, en fait, j'ai juste mis 0 parce que je voulais mettre quelque chose, mais j'ai mis un caractère ASCII en me disant que ça va être un caractère. Là. Je veux me souvenir de ça. Et je peux voir en ce moment que ça l'a sauvegardé, donc un octet, un byte, puis que ça l'a mis le caractère ASCII de 0, qui est la valeur 30. Hein? En passant, si vous regardez dans l'aide-mémoire, on a les codes ASCII importants, hein, qui nous permettent de avoir comme une visualisation de ce qui se passe. Hein. Fait qu'on peut bien vérifier que le premier 0, c'est 0x30. Fait que je veux être capable de prendre une lettre minuscule puis de l'afficher en majuscule. Fait que, premièrement, encore une fois, on veut sauvegarder des informations, on veut aller saisir des informations. Cette fois-là, ça ne sera pas une valeur décimale, ça va être une valeur d'une lettre. Fait qu'on a notre ami le char i qui va me permettre de faire ça. Et si on reprend, ici, mettons, je vais mettre F. Si on réexécute ça, je peux voir que j'ai le... ici, on va le cruncher un petit peu. J'ai eu ma saisie. Ça a été mettre l'information dans la case 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. On a pu voir ici le 66 qui est apparu. Hein? Puis le 66, on peut voir que c'est le F. On peut voir ici à droite la représentation ASCII des cases mémoire. Donc ici, c'est la case 0, 1, 2, 3, 4. Notre case mémoire 4, c'est un F. Donc là, je vais être capable de prendre cette information-là puis de le mettre dans mon accumulateur. Hein, parce que pour changer la lettre, il va falloir que je fasse des modifications, des opérations arithmétiques dessus. Fait que je vais être capable de le mettre dans mon accumulateur. Mais là, si j'utilise LDA, on va voir qu'on va avoir un problème. Fait que je lis mon F. OK, mon F il est là, ça va bien. Puis quand je fais LDA, je peux voir ici que j'ai 0x6613. Comment est-ce que ça se fait? C'est quoi la problématique rencontrée? Puis qui fait en sorte que j'ai pas juste mon 66 en ce moment dans mon accumulateur. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Non, c'est pas le mode d'adressage. Donc le mode d'adressage est bon, on a mis le char, on dit qu'on veut aller à l'adresse puis aller chercher le contenu de cette adresse-là char qui est le 30. C'est pas ça la problématique. On va y aller avec Kim qui a levé la main à la place du monde qui parle en même temps. Donc ici, la problématique, c'est que le LDA va aller chercher la taille du registre qui est de 16 bits, 2 octets. Fait que à partir de là, j'ai besoin, quand je vais aller chercher à mon 07, là, qui est ici, lui, il va aller chercher 2 octets. Fait qu'il va commencer avec 66, mais il va aussi aller chercher le 13. Parce que quand le load, lui, il travaille habituellement sur 2 octets. Fait qu'on a une instruction alternative qui est le load byte avec le nom de notre registre. Donc dans ce cas-ci, load byte A, qui va me permettre, donc je fais le single step, et là on a le load byte. Si on regarde ici,
je peux voir que ben là, j'ai 6666. Mais ici, on se calme. C'est la bonne chose qui s'est passée. Le load byte, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va seulement aller transformer le dernier octet. Puis le plus haut octet, l'octet le plus significatif, ne sera juste intouché. Fait qu'il y avait déjà 66 à l'intérieur. Fait qu'il va juste le laisser. Si on voudrait avoir quelque chose de plus clean, ce qu'on pourrait, c'est manuellement aller mettre la valeur 0 dans notre accumulateur. Fait que en ayant mis... Oups, j'ai oublié de faire le build. Hein, toujours refaire le build. Fait que en ayant un premier load de 0 immédiat, hein, donc pas d'adresse, mais la valeur 0 direct dedans. Après ça, quand je vais faire le load byte, là, je vais avoir juste 66. Puis à ce point-là, juste 66, je peux voir que c'est bien mon F. J'ai maintenant réussi à avoir dans mon accumulateur le F. Quand on continue avec ça, je veux modifier cette valeur-là. Je veux que ce soit une lettre majuscule. Fait que là, la question, c'est comment je fais pour convertir ça en lettres majuscules. Ben, on se souvient que les codes ASCII, c'est purement des valeurs numériques. Puis les lettres alphabétiques sont en ordre derrière. Puis c'est capable de travailler avec les deux. Donc, avec notre lettre minuscule qui est à 61 le premier, puis notre lettre majuscule qui est à 41, il faut se dire c'est quoi comme l'opération mathématique qu'il faut que je fasse entre les deux. Dans ce cas-ci, ben, si je veux passer de A minuscule à A majuscule, ben, c'est moins 0x20. Puis le principe, c'est que puisque les lettres sont alphabétiquement dans le même ordre en minuscule et en majuscule, ben, ça va tout le temps être moins 20. Donc, je peux ici travailler, puis commencer, puis dire je vais soustraire dans mon accumulateur 20, puis être capable de travailler avec ça. Fait que je load, j'ai mon F qui est en mémoire, puis là, si je soustrais ça, j'ai maintenant 5, 2. Puis si je regarde 5, 2, j'ai-tu pas écrit la bonne chose? J'ai 5, 2, j'ai-tu dit 5, 2? Ah oui! Vous avez extrêmement raison. Hein, donc, toujours vérifier une étape à la fois. On n'est jamais à l'abri des erreurs. Oui, Mathieu? Ben là, je viens de le changer en hexa, là. Non. Ici, ces codes ASCII-là sont en hexadécimal, là. Ça, c'est 0x41, puis ça, c'est 0x61. Donc, ouais, toujours faire attention, hein? On peut facilement s'y méprendre. Donc, on refait ça. Je soustrais. Je suis à 7,0. Ça fait... Je suis encore perdu quelque part. Ça va bien. Je sub A. J'ai mon char I. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ok, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Ah, vas-y avec la question. On va... Ouais. Ici, il aurait juste pris la valeur 0. Donc ça, c'est... Lui, il s'en fout de la valeur qui est à l'intérieur de la mémoire. T'sais, le principe, c'est que si je mets 0, si on regarde ici, on va prendre un petit moment, ça va me clairer les idées, trouver c'est quoi l'erreur par la suite. Donc, quand j'essaie de construire ça, je peux voir ici que le byte, c'est 0x30, qui est le code ASCII de 0. Ben, si je mets 0 tout nu, ben, ça fait juste mettre 0. Parce que c'est la valeur que je veux. Puis la valeur que je veux, n'importe où dans le programme, je peux soit écrire une valeur en décimale, ok, puis ça va être directement être en décimale. Si je mets 22, lui, il convertit, là.
je peux mettre une valeur en hexadécimal, si je veux. En hexadécimal, il va... Ouais. Hein, un byte, c'est 2 valeurs hexadécimales. Fait que... Ou je peux mettre le code ASCII, puis lui va aller chercher la représentation de ce code ASCII-là. En gros, l'assembleur... Ouais, c'est ça. Puis, en fait, les deux vont fonctionner quand même. Mettons, je mets un Word ici. OK? Là, ça va fucker le programme. Là, on va revenir à byte tantôt, là, mais on regarde juste cette ligne-là en ce moment. Là. Ben, c'est ça. Là, on ne loadera pas correctement. Là, ça va faire des choses. Et là, on va juste regarder qu'est-ce qui est ici. Si on regarde qu'est-ce qui est ici, je peux voir qu'il a loadé le C, mais comme dans le byte le moins significatif. Fait que je peux quand même mettre juste un code ASCII, puis lui, ben oui, là, ici, on voit les limitations de comme qu'est-ce que c'est supposé faire. Mais bonne question, là, une bonne compréhension de ça. De bien comprendre que quand moi j'écris des choses, l'ordi il s'en fout. Il va juste se convertir dans la version que lui, il a besoin, qui est tout le temps binaire. Et pour lui, il n'y a pas de vérification. Okay? C'est quelque chose qui est très, très, très important en assembleur. Hein? Plus on est dans des langages de haut niveau, plus ça va essayer de nous empêcher de faire des choses qui n'ont pas d'allure. En assembleur, c'est du free-for-all. C'est le Wild West. Il faut faire très attention à ce qu'on écrit. Puis, à partir de là, je suis capable de soustraire 0x20 qui devrait donner 46. Ouais, OK. Puis 46, ça nous donne... Ouais, OK, tout va bien. Je sais pas pourquoi je suis d'un patate, là. T'avais-tu une autre question, Kim, ou c'est encore la même que tantôt que... OK. OK, fait qu'on revient à nos moutons. On est en train de vouloir convertir une lettre minuscule en majuscule. Fait qu'on a notre char I, on a notre load 0 juste pour vider l'accumulateur, on a notre load byte pour loader l'élément, puis on a dit qu'on veut faire une soustraction de 20, ben en fait 0x20 pour être capable d'avoir la transition. Puis si on regarde, on est à 46, on est à 66, on fait moins 0x20, ça me donne 0x46. Puis 0x46, c'est bien notre F majuscule. J'avais rentré 70 qui avait l'arrondissement, c'est pour ça que je me suis trompé tantôt. Fait que j'ai mon 46, okay, j'ai ma valeur en majuscule. Fait que là, il va me rester à l'afficher. Fait que pour être capable de l'afficher, il va falloir que je le stocke quelque part, puis que j'utilise le char O pour être capable de l'envoyer. Fait que pour stocker des choses quelque part, on a vu le ST, mais là, on va avoir le même problème que tantôt. Là. Si j'aurais juste utilisé STA, le STA marche sur 2 octets sur 16 bits. Fait que ça n'aurait pas loadé les choses aux bonnes places, ça va tout casser. En fait, on va l'essayer, hein, parce qu'on aime ça casser les choses. Fait que je veux stocker ça dans mon store up. Puis là, après ça, je vais essayer de faire char O de char. Fait que j'ai utilisé ici le STA direct. Fait que là, si on regarde qu'est-ce qui se passe, là, on a ici notre F hein, qu'on a saisi initialement, qui est dans notre case mémoire unique de 1 byte, qui est à l'adresse 13. Fait que ça c'est 1,0, ça c'est 1,1, ça c'est 1,2, ça c'est 1,3. Hein, donc notre 66 F minuscule il est ici. Puis là, j'ai mon F majuscule, mon 0x46 qui est ici. Fait que là, je vais essayer de stocker ça dans cette case-là. Fait que moi, je voudrais que le 66 devienne 46. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Là, je viens de dire que STA, ça ne sera pas la bonne chose. Là. Fait qu'il faut voir comment est-ce que ça va casser. Fait que ici, je peux voir qu'il a stocké le 46, mais il ne l'a pas stocké dans notre byte qu'on avait. Il l'a stocké dans le byte d'après. Hein? Fait qu'ici, on a comme le même problème, mais comme à l'inverse, là. On a commencé ici, mais on a effacé d'un coup 2 octets, 2 bytes. Fait que le 46, il n'est pas à la bonne place. Fait qu'après ça, quand lui, il va aller faire le char O travaille juste sur 1 octet. Fait que quand on va faire le single step, il a fait le char O, dans notre output, on n'a rien parce que lui, il a outputé 0,0. Fait que faire attention quand on travaille avec des éléments de chaîne de caractères, wink wink TP1, il va falloir utiliser le store byte puis le load byte pour être capable de bien travailler avec. Puis maintenant, je le store
le 66, c'est changé en 46. Je fais le output, ça me donne un F majuscule, on est gagnant. Fait que, on a le load byte, on a le store byte. OK, puis on a encore la même dynamique. Hein? Quand on travaille en assembleur, c'est toujours le même principe. Je load des choses, je travaille sur des choses, je store des choses. On va ensuite regarder un peu les sauts, okay, les branches, qui nous permettent d'avoir des structures de contrôle. Hein? Donc, dans le même principe qu'habituellement, on a un programme, les programmes se font instruction par instruction. En ce moment, c'est pas mal ça qui se passe. Ben, on va avoir le principe de branchement qui va me permettre de faire des conditionnels, faire des éléments intéressants avec ça. Fait qu'on va se faire un petit programme. En passant, tous ces programmes-là, je vais les mettre sur le site du cours après notre séance avec un petit peu plus de commentaires si vous voulez y retourner, là. Donc, si vous avez furieusement été en train d'essayer de le copier-coller, c'est pas dramatique si vous manque quelques bouts ou s'il est pas terminé. J'aurais dû dire ça au début, j'en m'en excuse si vous avez furieusement tapé pendant la dernière heure. Fait que, on a le principe des conditionnels. Fait que ici, on veut avoir... on va faire un programme qui détecte si un nombre est plus grand qu'une constante. Qui va nous permettre de travailler justement avec le principe de constante. Fait que on repart à 9, OK. On a notre stop. On est capable de commencer à travailler avec ça. Fait que premièrement, on va vouloir avoir, bon, si je veux vérifier qu'un nombre, c'est sûrement que ce nombre-là va être saisi, là. Hein? Fait qu'on peut commencer, puis on va avoir une valeur. La valeur, on le met dans un mot quelconque. Puis on va aller chercher cette valeur-là. OK? Fait que initialement, on a ça. Je veux pas val, je voulais var. Ou tu sais, je pourrais mettre NB ici. En ce moment, j'ai le droit d'avoir des noms de symboles qui sont non contextualisés parce que j'ai pas vraiment de contexte à mon problème. Habituellement, on essaye que les noms de symboles, les noms des différents éléments soient le plus évocatif possible au problème. OK, fait que ici, je rentre un nombre. On voit ici que je fais le step, puis ce nombre-là, il est capable d'être sauvegardé quelque part, ça va bien. On est en business. Là, je vais vouloir le comparer à une constante. Fait que la première chose, c'est qu'il va falloir que j'aie une constante. Pour avoir une constante, qu'est-ce que je fais? J'ai la directive, hein, donc les directives, ça commence avec un point. J'ai le equate. Donc le equate est spécial, ok, parce que, admettons ici, je veux checker si c'est plus grand que 10. Fait que le equate c'est une directive qui est spéciale parce qu'elle, contrairement aux autres, hein, donc ici, attends, je vais l'enlever, je vais juste, hein, je vais assembler mon affaire. Hein, je peux voir que j'ai mon listing ici. J'ai mon deck I, j'ai mon stop, puis j'ai mon word qui en ce moment est juste une valeur 0. Hein, si on voudrait, je pourrais très bien mettre quelque chose de grand dedans, juste pour voir vraiment en mémoire que c'est cette valeur-là qui est à cet endroit-là dans la mémoire qui est réservée. Fait que là, ici, je rajoute mon equate. Oups. Je veux ici une constante. Ici que j'appelle const juste parce que c'est une constante, elle n'a pas de contexte encore une fois. Puis je mets la valeur 10. Voyons voir ce qui arrive quand j'assemble ce programme-là. Je peux voir que dans le listing, hein, il est là, mais si je regarde dans le code objet, il n'y a rien de changé. Donc le equate existe seulement pour être capable de représenter une valeur statique que je vais pouvoir utiliser dans mon code quelque part. Fait qu'admettons ici, si je regarde, comment je peux utiliser cette constante-là? Admettons que je fais un add A en ce moment, et je marque const I. Ben, contrairement aux autres, ok, donc habituellement, si je mettais ça là, ça allait chercher l'adresse de l'élément. Ben, quand j'ai une... Attends, on va recommencer. Ben ouais,
en fait, on va le regarder ici. Hein. Donc ici, j'ai utilisé un symbole qui était relié à une directive de Word. Et quand j'utilise un symbole qui a une directive de Word, le NB se traduit en, dans ce cas-ci, 007, qui est l'adresse à laquelle j'ai mis cette directive-là. Mais quand j'ai utilisé le const, lui, il s'est transformé en A, qui est en fait 10. Hein? A en hexadécimal, c'est 10. Fait que lui, il n'a pas été cherché. Hein? Nous autres, notre equate, en fait, il est nulle part en mémoire. Fait qu'il va directement prendre la valeur que j'ai mis. Fait que ça me permet d'avoir ce qu'on connaît comme étant une constante que je peux utiliser dans mon programme. Question de Félix. En fait, si je fais D, ok, c'est comme ça fera pas la bonne chose. Il va faire quelque chose, mais ça sera pas la bonne. Si je fais D, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à l'adresse 10, puis il va commencer à aller lire des choses là. En ce moment, à l'adresse 10, c'est plus loin que notre programme. Ça va aller chercher le garbage de la mémoire qui vous rentre, puis il va comme utiliser ça comme si c'était de la valeur. Fait que non, dans ce cas-ci, D change grandement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on... Exactement. Comme la constante fait juste transférer directement le chiffre. Après ça, le I ou le D, ben, c'est soit immédiat pour prendre directement la valeur, ou D pour dire va-t'en à cette adresse-là. Fait que si tu dis ben c'est une constante, va-t'en à cette adresse-là, lui il va aller à cette adresse-là de la constante. Fait que ça devient. Ça fait pas ce qu'on veut, dans la majorité des cas. Parfait. Fait que ça c'est bon, on est bon. Fait qu'on peut utiliser la constante habituellement en tant qu'immédiat, comme ça on est capable de travailler avec. Fait que là, on veut comparer notre élément. OK? Fait que pour comparer notre élément, la comparaison se fait à travers l'accumulateur. Fait que je peux faire un load A de mon nombre. Hein? Donc, encore une fois, on teste nos affaires hein, à chaque étape. On a bien le 38 qui est maintenant dans mon accumulateur. Puis, à ce point-là, je vais pouvoir faire la comparaison. Fait que la comparaison se fait avec CP. Hein, puis, habituellement, encore une fois, les registres, hein, on en a deux, c'est tout le temps A ou X. On utilise A quand il n'y en a pas d'autres d'utiliser. On pourrait utiliser X. Hein, c'est comme un deuxième registre qu'on peut utiliser même en même temps. On va faire ça tantôt. Donc, on a ensuite la comparaison. Je veux comparer ça à quoi? Ben, je veux comparer ça à ma constante, qui étant la valeur que je veux comparer, littéralement la valeur. Fait que je veux utiliser, dans ce cas-ci, le I de notre élément. Fait que là, le principe de la comparaison, on l'a vu dans les capsules de cours de cette semaine, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une soustraction, puis il va aller changer tous les différents registres de conditions. OK? Donc, si on va faire quelques exemples. Donc, je fais la comparaison. Si je regarde en ce moment, ceux qui vont me donner le plus que de choses, là, ça va être le N ou le Z. Fait en ce moment, 38 comparé, j'ai soustrait, il n'y a pas rien eu de négatif, il n'y a pas rien eu de 0. OK? Parce que j'ai fait 38 moins 10. Fait que c'était pas négatif, c'était pas 0. Essayons d'autres éléments. Hein? Fait que mettons que je mets 5 comme élément initial. Donc j'ai maintenant 5. Quand je fais ma comparaison, ben là, la comparaison, hein, c'est de faire à semblant qu'on a une soustraction. On ne sauvegarde pas le résultat, mais on sauvegarde les conditions. Fait que si je fais 5 moins 10, ben, je peux voir que le négatif, il a été seté à 1. Si on fait un autre test avec le 10, qu'est-ce que ça devrait me donner dans mes conditions? Hein? Ben, si je me dis les conditions, ça fait un moins, les conditions, c'est soit négatif, soit 0, soit overflow, soit carry. Les overflow et carry, c'est pas des choses que on va regarder trop là. Parce qu'après ça, les branches, ça va être le N puis le Z qui sont utilisés majoritairement.
Donc, dans ce cas-là, quand je fais la comparaison, ben, ça me donne 0. Fait qu'on a ici le 0 qui est mis à 1. Fait que maintenant que j'ai ce principe-là, je vais être capable de prendre une décision avec la comparaison. Hein, donc, la décision se fait avec le branch. Donc, on a plusieurs types d'instructions d'embranchement. Donc, si on s'en va les voir, là. Donc, on a l'embranchement qui est inconditionnel, fait que ça va à une adresse quelconque. On a l'embranchement qui va regarder les différentes conditions. OK? Fait que nous autres, ceux qui vont nous être d'une utilité majeure, ça va être le less or equal, less than, equal, not equal, greater than ou greater. Donc, lui, il va regarder les 2 bits justement de N et Z pour savoir est-ce que c'était négatif la comparaison ou est-ce que c'était 0. Puis à partir de là, lui, il va être capable de faire l'embranchement. Dans ce cas-ci, on va commencer avec le premier principe de je vais faire à semblant que ça marche toujours. Okay? Donc ici, on va commencer aussi à mettre des espacements verticaux, particulièrement quand je commence à faire des sauts, ça va beaucoup m'aider pour être capable de bien voir qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai un exemple ici, on va juste mettre char-o, on va mettre, mettons, plus. Fait que le principe ici, c'est ça fait la comparaison, puis en ce moment, quoi qu'il advienne, ça dit que c'est plus grand. OK? Fait que là, je veux pas faire ça si ma comparaison était pas bonne. Fait que comment est-ce que je vais réussir à faire ça? Ben, ici, je peux faire un embranchement. Puis là, je vais dire, je viens de faire une comparaison de celui-là avec celui-là. Donc, je peux dire, admettons, si c'est greater, là, ici, on va les regarder là, juste pour voir c'est quoi les différents éléments, comment ça se passe. Puis là, le principe, c'est que j'ai besoin de mettre une adresse. J'ai juste besoin de ne pas mettre d'adressage ici. Là. Et voilà. Donc ici, je vais regarder si c'est plus grand. Je vais aller à 0,0. OK? On va juste voir ce que ça donne, cette affaire-là. Fait que, on va aller, on construit ça, on l'exécute. Fait que je fais ma comparaison. En ce moment, j'ai 10. J'ai comparé avec 10. Fait que ma comparaison en ce moment, OK, ça me dit que c'est 0, donc c'est égal. Fait que le greater than ne fonctionne pas. Hein, parce que ma valeur n'était pas plus grande que ma comparaison. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien pantoute. Hein, puis là, j'ai encore le plus. On fait fi de est-ce que le plus est bon ou pas en ce moment. Là, on fait juste regarder comment le branch fonctionne. Qu'est-ce qui arrive si je me mets quelque chose de plus gros? Fait qu'on repart. J'ai maintenant mis 15. Quand je fais ma comparaison, je peux voir que c'est pas négatif, puis il n'y a pas de 0 parce que j'ai fait 15 moins 10, ça me donne rien de spécial. Fait que dans ce cas-là, le branch fonctionne. Fait que le branch, lui, il va prendre une adresse, puis il va aller à cette adresse-là. Fait que là, j'ai mis 0000. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il va recommencer au début. Bon, c'est peut-être pas ça que je veux. Peut-être que je veux que ça sorte. Hein? Fait que je pourrais aller ici à 00F à la place. Fait qu'on va changer ça ici. 000F. On repart ça. Puis là, on sait que le branchement va se faire. Hein? Il va changer. Puis il va aller ici au stop. Mais là, j'ai mis une adresse qui est littérale. Puis
on a vu tantôt que quand je commence à rajouter des instructions, ça devient problématique. Fait qu'on va avoir le même principe avec les symboles. Donc les symboles, je peux les avoir autant sur des directives que sur des instructions. Fait ici, je peux écrire end, puis à la place de branch à 0xf, je peux dire que je vais aller au end. Puis on peut voir que dans le code, ça n'a rien changé. Hein, parce que le symbole de end était déjà à 000f. Fait que le code machine lui-même n'a pas changé en ajoutant un symbole intermédiaire. Fait que je refais mon programme. Oups, je fais ça trop vite. On refait ça. On a notre 15. Hein, on sait que ça va prendre l'embranchement. Ben là, je peux voir que j'ai sauté par-dessus mon chart. Là, dans notre cas, hein, en fait, c'est un peu l'inverse hein, qu'on veut. Fait que ce qu'on peut faire, c'est séparer ça. Dire que je veux aller à plus. Puis, si ça ne fonctionne pas, je vais mettre moins. Fait qu'on a le principe. Encore une fois, je suis en train d'essayer de trouver est-ce qu'un nombre est plus grand qu'une constante que j'ai directement écrite dans mon code. Et je veux afficher le résultat, est-ce que c'est plus grand ou pas. Donc, je saisis ma valeur, je la load, je fais une comparaison avec la constante. Puis là, si c'est plus, hein, greater, je m'en vais à plus. Fait que dans ce cas-ci, hein, le 15 était plus grand que mon 10. Fait que ça s'en va à plus. OK, ça l'écrit plus. Je termine mon programme. Et voilà, mon programme est fonctionnel. Est-ce que mon programme est fonctionnel? Avant ça, question de Félix. Oui. Mm-hmm. 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 Ici, le call, on n'utilisera pas ça tout de suite. Okay? Parce que le call, ça va être pour des appels de fonctions qui va travailler avec la pile, qui va travailler avec des paramètres d'entrée, qui va travailler avec des retours. Okay? Il y a un embranchement avec le call, mais il y a pas mal plus de mécanique derrière qu'on va voir plus tard dans la session. Fait que pour l'instant, on a juste des branches. Donc, le call, effectivement, te permet de faire un changement aussi du instruction counter, du programme counter, mais il y a d'autres mécaniques derrière. Fait qu'on n'a pas vu ça encore, on se le garde. Fait que Kim a dit que ça marchait pas. Fait que, effectivement, si on regarde quand ce n'est pas plus grand, hein? Donc, ça va bien, je fais la comparaison, je sais que ça ne sera pas plus grand, fait que ça ne devrait pas aller à cet élément-là. Fait que ça l'affiche mon moins. Je suis content, mais là j'ai un problème. Parce qu'il va juste continuer, lui-là. Là. Hein? Fait qu'il va aussi afficher le plus. Et là, après ça, je fais mon stop. Qu'est-ce que je peux faire pour régler cette problématique-là? Kim, as-tu une autre version? Et voilà. Donc ici, encore une fois, plusieurs manières de se rendre à Rome. Hein? Donc, et voilà. Donc, on peut avoir le mot-clé end, hein? Qui nous permet de bien voir qu'on s'en va à la fin après. Puis là, on a le moins, mais on a tout de suite le stop. Mais on peut aussi avoir ici un stop direct, OK? En sachant que j'ai terminé après avoir écrit directement ça. Donc, en ce moment, la méthode qui est préconisée, okay, il n'y en a pas
d'officiel. Okay? Donc, la version de dire qu'il y en a un qui est plus lisible que l'autre, on pourrait parler longtemps. Bon, un moment donné, quand on va retourner en présentiel, là, il y a un bar à côté de l'UQAM, le Benelux. Là, fait qu'on pourra aller en discuter en long et en large de comment est-ce qu'on est capable d'établir est-ce qu'un programme est plus lisible, plus efficace, dépendamment de quelles conditions. Mais le principe, c'est que les deux sont fonctionnels. Fait qu'on est capable de représenter ça. Dernière chose qui est intéressante, c'est on va essayer de travailler aussi avec notre dernière directive, qui était la directive ASCII. Okay? Donc, ça va aussi travailler avec différentes instructions. Donc, la directive ASCII, on peut avoir du texte à l'intérieur, puis nous autres, on s'est dit qu'on rajoutait un \0 qu'il faut échapper avec un /x suivi de comme le byte que tu veux avoir. Fait qu'on va se donner deux gentilles chaînes ASCII. OK? Pour être capable de les utiliser facilement, donc hein, si je construis ça, on a maintenant les chaînes ASCII dans mon code machine. Pour être capable de les utiliser facilement, je vais mettre des gentils symboles. Puis je vais vouloir faire afficher ces éléments-là à la place. Fait qu'à la place d'avoir juste un plus puis un moins, je peux avoir un stro qui va faire un string out qui va me permettre de dire cela c'est under. Puis même principe ici, stro over. Puis maintenant, quand je mets la valeur, quand je le roule, ça me le dit. Si la valeur est plus grande, ça va me dire plus grand. Puis en ce moment, la question qui tue, c'est qu'est-ce qui arrive quand c'est égal? Hein? Donc là, dépendamment de comment j'ai construit, puis là, c'est là qu'il faut faire très attention à comme les différentes versions, puis comment j'ai écrit le code. Il y a déjà une réponse là. Okay? Donc quand je vais le faire, la question c'est est-ce que je branche maintenant ou pas? Ben, avec le greater, hein, le GT, il faut que ça soit strictement supérieur. Fait que dans ce cas-ci, ça me donne comme si c'était plus petit. Donc là, ça dépend de comment la question est construite, ça dépend hein, de qu'est-ce qu'on demande, mais il faut toujours être conscient hein, des cas comme extrêmes, là, les cas, ce qu'on appelle les corner cases, qui me permet de bien représenter qu'est-ce qui se passe. Fait que ici, autrement, dans la lisibilité des choses, ce que je vous conseille, c'est quand vous commencez à faire des choses qui brisent le flot d'instructions normal, hein, que ce soit un branch vers quelque part ou un stop, d'avoir des sauts de ligne autour. Comme ça nous permet de mieux représenter qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre problème. Puis, on a aussi une autre chose, quand vous allez être en train de faire comme des blocs de code qui sont capables d'être répétés et ainsi de suite, des fois, ça va être intéressant de avoir des fois des éléments superflus. Tu sais, ici, je fais un branch pour juste aller à côté, mais là, ça me permet de, si je commence à travailler ici pour faire des choses avant le stop, ben, ça va pas casser qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Donc, tu sais, des fois, il y a des raccourcis ou des manières de faire qui sont intéressantes à développer. Je vous laisse commencer à penser à ça. Dernier petit problème qu'on va faire, on va s'arrêter sur des boucles. Okay, donc, on va le voir plus en détail la semaine prochaine, mais faisons une division. Okay? Donc, le principe, c'est la division de deux nombres. Fait que, mettons ici, je pourrais marquer 15 et 5. OK? Puis, on s'attend à ce que ça nous donne 3. OK? On n'a pas de division hein, en PEP8. Fait qu'il faut le faire manuellement, hein, qui est une série de soustractions jusqu'à temps que ça ne marche plus. Fait que, on commence, bon, on a notre stop, on a notre end. Il va nous falloir 3 éléments. Donc, il va nous falloir bon, notre
un premier opérateur qui va avoir un deuxième opérateur qui va être le diviseur. Puis on va avoir un résultat qui va venir avec. En passant, quand vous êtes en train de faire le programme, pas besoin nécessairement de penser à toutes les variables d'avance. Hein? Tu peux en rajouter après, tu les rajoutes à la fin, c'est pas un problème, tout va bien. Ça devient automatiquement accessible par la suite. Fait que première chose, il va falloir sauvegarder nos deux informations. On teste ça, hein, juste pour être certain que tout est sous contrôle. Je peux voir ici, j'ai mon 0F qui est 15, puis j'ai mon 5 qui est en deuxième. OK? Donc, j'ai bien seté mes variables, j'ai bien seté ma première opération de saisie. Fait que là, le principe, c'est qu'il va falloir soustraire à notre élément principal de notre premier opérateur, notre deuxième opérant. Notre deuxième opérant. Fait qu'il va falloir avoir notre opérateur 1 qui est quelque part. Puis le but, ça va être de faire des soustractions. Ici, j'ai oublié de mettre de l'opérateur 2 là-dedans. Fait que si je regarde, c'est juste un petit principe là. Hein? Je le load, ok, j'ai mon F, j'ai mon 15, puis je vais soustraire, ici ça me donne 10, puis là, ce que je veux en fait, c'est répéter ça ici pour être capable de soustraire tant que c'est pas 0 ou c'est pas plus petit. Hein? Fait que le principe, c'est que la soustraction, je vais avoir besoin d'une comparaison. Hein? Donc, ici, le principe, c'est tant que je suis capable de encore soustraire, je vais vouloir continuer. Fait que je peux avoir ici une comparaison qui va tester est-ce que j'ai encore besoin de soustraire. Puis si je veux regarder est-ce que je peux encore soustraire, je vais regarder est-ce que c'est plus petit de qu'est-ce que je recherche. Là, je pourrais aller à ma fin. Fait que on va regarder ça rapidement. Qu'est-ce que ça nous donne? J'ai loadé mon 15. OK? Je regarde, est-ce que je peux soustraire 5 de 15? Dans ce cas-là, OK, il n'y a rien de spécial. Je peux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je le soustrais. Mais là, la problématique, c'est que je ne l'ai pas répété encore. Hein? Fait que je vais vouloir ici faire une boucle. Puis, ce que je veux, c'est remonter pour refaire ça autant de fois. Fait que ici, c'est comme un while. Tant que ça marche, je continue. Fait que je peux ici brancher à quelque chose que j'appelle while. Fait que je load mon chiffre initial. Je regarde est-ce que je peux soustraire cet élément-là de ce chiffre-là. Je peux. Fait que je le soustrais. Je réessaye. Est-ce que je peux encore le soustraire? Oui, je peux encore le soustraire. Je le fais. Je recommence. Est-ce que je peux encore le soustraire? Oui, je peux encore. Je le fais. Je réessaye. Est-ce que je peux encore le soustraire? Oh! Là, je suis rendu à 0. Là. Je ne peux pas enlever 5 là-dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller à mon end. Fait que là, j'ai la mécanique de je suis en train de faire une boucle. Puis la boucle se fait le bon nombre de fois. Ben là, je vais avoir besoin de sauvegarder le nombre d'itérations de la boucle. Fait que comment est-ce que je vais faire ça? Ben, je pourrais utiliser mon div ici, hein, puis le sortir à chaque fois que je fais une opération. Je pourrais load A, je pourrais ensuite vouloir mettre div dans mon i,
je pourrais ensuite faire add A de 1 immédiat. Mais là, la problématique, c'est que j'ai perdu mon opérateur, qu'est-ce qui était dans mon A là, en ce moment là. Fait qu'avant de faire ça, il faudrait que je store mon A, je le remette dans opérateur 1. Puis là, ici en ce moment, c'est que j'ai besoin de jongler 2 éléments en même temps. Hein? Et quand j'ai besoin de jongler un paquet d'affaires, il faut comme que je load, que je store, que je load, que je store. Mais on a une alternative à ça. Pourquoi? Parce que on a 2 registres qui nous permettent de travailler avec nos éléments. Donc, j'ai le premier registre A qui va traiter mon diviseur puis la valeur qui est divisée. Mais je vais me créer un deuxième. Dans mon deuxième registre, je vais vouloir compter le nombre d'itérations de la boucle. Ici, à chaque itération, j'ai juste besoin d'ajouter 1 dans mon X plutôt que mon A. Puis, quand c'est la fin, le but, c'est je vais storer mon X dans le diviseur. Puis, je vais l'afficher. Si je regarde le résultat de ça, je peux voir. J'ai mon 15. Je mets dans mon registre d'index, qui est un deuxième registre complètement fonctionnel. Le même principe, je mets un 0. Je regarde est-ce que je peux encore soustraire. Je peux encore soustraire, je soustrais, puis je compte l'itération de la boucle. Je continue, je peux encore soustraire, je soustrais, et je compte l'itération de la boucle. Je fais ça une troisième fois. Puis à ce point-là, c'est terminé. Je sors de ma boucle. Puis il me reste juste à stocker ça. J'ai 3 itérations. Puis je peux l'afficher. J'ai eu 3 itérations. Fait que si je change ça, mettons, je mets 24, puis 6. Je fais juste le rouler direct. Hein, je peux voir que ça me donne la bonne affaire. Si j'essaye de mettre quelque chose qui ne fit pas, hein, mettons 7. Ben, le programme, en ce moment, essaye de soustraire jusqu'à temps qu'il ne peut plus. Fait que lui, il va comme me donner la division entière. Hein, il va me donner... J'ai réussi à avoir 4, j'ai pas réussi à avoir le reste. Fait que là, après ça, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu fais avec cette problématique-là. Fait que, on a vu comment créer du code PEP8 aujourd'hui. Hein? On a vu la majorité des opérations de base. Donc, le principe de... saisie avec le char I, le char out, de saisie de nombre avec le deck I, le deck O. On a vu l'affichage de chaîne avec le stro, le string out. On a vu le load, le store, l'addition, la soustraction. On a vu les embranchements. Ça nous fait pas mal l'introduction initiale de PEP8. J'ai une question de Félix. On va, vers la fin de la session, regarder comment les nombres flottants sont sauvegardés en mémoire, hein, parce que juste le principe de sauvegarder un nombre flottant, c'est déjà une problématique quand même assez grande. Hein, parce que comment je fais pour avoir des nombres binaires, mais d'avoir une représentation de valeur fractionnaire qui peut être très grande, très petite, c'est déjà là un problème. Fait qu'on va aller voir cette représentation-là. Mais PEP8 ne gère pas les valeurs fractionnaires. Fait que on verra pas ça dans les instructions assembleurs qui existent. On va voir comment c'est fait, mais on n'en fera pas nous autres mêmes. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. Fait que ce serait tout pour nous cette semaine sur les activités de la semaine prochaine. Donc, au laboratoire, vous allez avoir des séries d'exercices qui vont vous faire pratiquer à travailler avec PEP8. Puis, vous allez aussi pouvoir commencer à traduire le programme que vous avez fait en Java pour le code de César en PEP8. J'ai une autre question de Kim.
Ça devrait être avant mercredi. Le principe, c'est de convertir le programme. Là. Il n'y a pas tant de choses. C'est. Non, c'est ça. Là. Il n'y a pas de surprise dans cette partie-là. Ce que je vais vous donner, par exemple, c'est une manière de tester automatiquement si vous êtes capable d'utiliser Git. Sinon, ben, les tests, vous pouvez les faire manuellement aussi, là, ça fonctionne. Mais il n'y a pas d'instruction spéciale. Là. Ça va être juste convertissez-les en PEP8 puis faites que ça marche avec les exemples. Fait que... Excellent. Donc, comme d'habitude, la période d'aujourd'hui a été enregistrée. Elle va être disponible sur le site de cours. Dans les prochaines minutes, la prochaine capsule vidéo va aussi être disponible. Puis, c'est pas répété plusieurs fois, là, fait que je vais juste prendre un petit moment. N'oubliez pas aussi que il y a le manuel qui vient avec. À chaque fin de semaine, on vous dit comme quel chapitre aller lire pour bien formaliser vos différentes connaissances. Donc, n'oubliez pas qu'il y a aussi cette ressource-là. On a aussi le Mattermost qui est disponible. Donc, moi, je suis là. Nicolas aussi, notre démonstrateur, est là aussi pour répondre à toutes vos questions durant la session. Autrement, bonne fin de semaine, bonne fin de journée. On se revoit la semaine prochaine.